Bonjour, chers invités, que nous allons présenter dans un instant, s'il y a besoin. Donc, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde ayant pour thème « L'éducation peut-elle lutter contre les populismes ?» en présence de prestigieux invités que nous remercions d'ores et déjà pour leur présence. Alors, nous sommes en présence de Madame Cécile Blanchard, pour aller par ordre alphabétique, rédactrice en chef des cahiers pédagogiques qui ont été créés en 1945. Nous sommes également en présence de Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation du Camp d'Émile, Mémoire et Éducation. Nous sommes en présence également, alors elle est restée dans la salle, mais de Muriel Villemain qui pourra intervenir en tant que porte-parole de Alouceni Soumaoro, qui est un enseignant d'arts appliqués à l'institution Notre-Dame Saint-François d'Évreux, délégué syndical du FEPS-FDT Haute-Normandie, et qui a un témoignage à nous communiquer sur la question. Et enfin, nous sommes en présence de Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est actuellement engagée socialement en tant que présidente de France Terre d'Asile depuis 2022. Et nous nous souvenons tous qu'elle fut notre ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017, après avoir occupé le ministère des droits des femmes, de la ville et de la jeunesse et des sports de 2012 à 2014. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, l'éducation peut-elle lutter contre les populismes ? Alors que la scolarisation n'a jamais été si massive, les démagogues, de Trump à Le Pen, ont le vent en poupe. C'est ce que constatait dans sa chronique Philippe Bernard et l'éditorialiste au Monde du 5 janvier au 5 janvier 2025. Depuis les années 2000, le populisme a désigné pêle-mêle le RN et LFI en France, la Ligue Nord, le berlusconisme et le mouvement 5 étoiles en Italie, Donald Trump et en son temps Bernie Sanders aux États-Unis et Podemos, Syriza, l'AfD en Allemagne, etc. Le terme est devenu extrêmement galvaudé. La définition est polysémique, évolutive, et il est utilisé à l'échelle mondiale dans de très nombreux pays. Cette table ronde sera l'occasion de se demander tout d'abord ce qu'est précisément le populisme et ensuite de quelle façon l'éducation peut être ou doit être un rempart et si oui, pourquoi et comment. Antidémocratique ou pas, comment le populisme peut-il infiltrer l'éducation, s'en nourrir ? Comment faire pour que les apprenants sachent résister aux sirènes populistes, dangereuses pour nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et dangereuses pour leurs garde-fous, que sont, entre autres, les organisations syndicales. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les définitions et les caractéristiques permettant de parler de populisme au pluriel. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur les pratiques pédagogiques et postures professionnelles des acteurs de l'éducation, pouvant être mises à l'œuvre pour lutter contre les populismes. Enfin, nous nous demanderons de quelle façon l'éducation peut être utilisée à des fins populistes et comment il est possible d'y répondre. Mais avant, on a une petite amorce, si la régie peut l'envoyer. Merci. États-Unis, Italie, Brésil, Hongrie, jusqu'où déferlera la vague populiste ? We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend quelqu'un qu'on va dire populiste ? Leur franc-parler, leur style direct, sans filtre, avec des insultes contre les minorités, contre les femmes, contre les homosexuels. C'est leur contestation du droit et c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes. Une rhétorique également anti-élite, anti-média, qui a fait leur succès électoraux. Ça veut dire quand même que le populisme, c'est une menace pour la démocratie. Populisme, la contagion mondiale. Donald Trump. De Viktor Orban. La victoire de Boris Johnson. Le Brésil voit arriver à sa tête un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Sans souveraineté et sans le peuple, il n'y aura plus de démocratie. Le peuple, pour le peuple, par le peuple. Cette force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c'était l'épuisement d'un cycle, alors que là, c'est de façon brutale, violente et manifeste l'émergence d'un nouveau moment politique.
Voilà une petite amorce pour compléter cette introduction et pour donner aussi quelques mots-clés qu'on associe souvent au populisme, des mots-clés qui peuvent peut-être permettre de le définir, et c'est la première chose qu'on va tenter de faire, avec d'abord pour vous, Madame Najat Vallaud-Belkacem, en tant que présidente de France Terre d'Asile, à quoi ressemble le populisme tel que vous le voyez se déployer dans les sujets que vous traitez aujourd'hui, comme la solidarité internationale, la migration entre autres. Comment définiriez-vous le populisme ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, ravie d'être parmi vous. Comment est-ce que je définirais le populisme ? D'abord, j'en appréhenderai toutes les tensions. Précisément, c'est pas simple de le définir parce que ça s'appuie sur un terme, le peuple, qui, à première vue, sonne plutôt positivement. On a envie précisément que les responsables politiques s'appuient sur ce que le peuple vit pour adopter leurs réformes ou tenir leurs discours. Sauf que le populisme tel que je le vois à l'œuvre, moi, dans les fonctions et les expériences qui sont les miennes, c'est d'abord le populisme de l'extrême droite. C'est un populisme qui prétend savoir ce qu'est le peuple, qui en réalité le nourrit d'un imaginaire et qui ensuite s'appuie là-dessus pour faire avancer des idées qui sont des idées réactionnaires, pas seulement conservatrices mais réactionnaires, avec toujours en ligne de mire la définition d'un adversaire, d'un ennemi à abattre. Et je pense que c'est ça qui caractérise aujourd'hui le populisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de facilité à, plutôt que s'occuper de régler les vrais problèmes qui se posent dans n'importe quelle société, quand on est censé être un responsable politique, on est censé s'attaquer aux problèmes structurants, et il y en a, la facilité consiste à désigner cet ennemi, et puis à prétendre que finalement, sans lui, tout irait bien mieux. Donc cette facilité-là, elle est rendue plus folle encore par l'existence aujourd'hui, évidemment, de réseaux sociaux, d'outils numériques qui augmentent la viralité des messages simples, simplistes, et qui font qu'on a habitué petit à petit les gens à d'abord interroger tout ce qu'ils voient. On nous cache tout, on ne nous dit rien, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'immigration, par exemple, et à interroger y compris ce qui pourrait paraître de bon sens, comme par exemple la commune humanité, quand on voit aujourd'hui, à travers Trump ou Reconquête en France, la remise en cause de l'aide publique au développement, de la solidarité internationale, même des mouvements et des réactions simples et humaines, comme l'idée d'aider ceux qui sont à ce point dans le besoin, est aujourd'hui remise en cause. Donc, en fait, moi, j'ai le sentiment que nous sommes à la fois devant un phénomène qui a toujours existé, la désignation d'un ennemi, je pense que vous le direz tout à l'heure, qu'on déshumanise petit à petit, mais avec des outils de viralité et d'habituation progressive finalement au clash, à la plus grande brutalité, à la plus grande violence, qui renforcent ces phénomènes-là. Et donc aujourd'hui, la vraie question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut venir agir contre cela par l'éducation, mais au-delà aussi par la façon dont les pouvoirs publics, plutôt que d'attendre que la désinformation ait eu lieu pour venir la débunker, comme on dit, donnent à une population en effet de plus en plus éduquée, éclairée, les clés en amont pour se protéger elle-même de cette désinformation. Je le garderai sur mes genoux après, ça sera plus simple. Oui, merci beaucoup, c'est vraiment très éclairant et on reviendra sur un certain nombre de ces points par la suite. On va donner la parole, nous allons donner la parole à Nicolas Sadoul et on va vous entendre vous aussi sur votre perception du populisme au travers du mémorial, musée du Camp des Milles dont vous êtes le président et qui vous donne matière à aussi alimenter votre réflexion sur la question des populismes. Merci beaucoup, merci de l'invitation de la CFDT
pour venir échanger sur cette question complexe. Merci aussi, alors peut-être c'est pas du tout une facilité de langage, mais aussi le courage de poser cette question aiguë dans un congrès syndical. Car la chose n'est pas facile. Une petite précision, je ne suis pas président de la Fondation du Camp des Milles, c'est Alain Chouraki qui est, non mais ça me permet de le citer, qui est l'un des instigateurs de ce mémorial. Alors, pour essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles je viens à votre invitation, chère Judith, évoquer cette question, parce que ça ne va pas de soi d'évoquer un site mémorial qui se situe dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, qui est une ancienne usine de fabrique de tuiles et de briques, qui a été inaugurée en 2012 en présence de la ministre de l'Éducation nationale de l'époque et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et cette usine a été, entre 1939 et 1942, il fut un camp d'internement, de transit, puis de déportation durant l'été 1942, en zone non occupée, donc sous seule autorité française. Et 5 convois dans l'été 42 ont de personnes, de hommes, femmes et enfants, le plus jeune ayant moins d'1 an, juifs, qui ont été raflés et déportés du camp des Milles vers Auschwitz pour y être assassinés. Et donc ce site, qui a mis 40 ans pour émerger, et montre à la fois, recontextualise les faits historiques dans la longue montée des périls après la Première Guerre mondiale jusqu'à 1939, qui a vu, sous la Troisième République, ne l'oublions pas, les premiers camps d'internement interner donc les personnes étrangères jugées comme ennemies parce qu'elles avaient fui le nazisme, essentiellement des Autrichiens et des Allemands qui avaient fui le nazisme et qui avaient trouvé asile politique en France et qui ont été internés. Et puis quand le régime de Vichy, le régime de Pétain est arrivé au pouvoir, ce furent tous les opposants au pétainisme, donc au nazisme, qui ont été internés pour près de 39 nationalités. Et puis la troisième période de ce camp, très courte, vous l'avez noté, qui fut ce lieu de déportation. Alors, on n'est pas, la prise de parole ici n'est pas de venir commenter l'actualité ni de jouer les essayistes, c'est d'essayer à partir du socle scientifique de la Fondation de voir quels sont les indicateurs qui nous permettent de, et prenez cette expression entre guillemets, tirer les leçons de l'histoire. Ce qui rend la proposition de notre fondation internationalement reconnue par la création d'une chaire internationale de l'UNESCO. Bien sûr, ce sont les éléments mémoriaux historiques qui s'y sont déroulés, mais c'est surtout, et je vais vous mettre quelques slides en essayant de ne pas être trop long, mais Judith, n'hésitez pas à me couper, une proposition scientifique intergénocidaire et pluridisciplinaire qui permet de pointer les engrenages qui ont été communs aux 4 principaux génocides du XXe siècle. Vous me direz, le populisme est peut-être loin de cette question, et vous allez voir qu'au travers des indicateurs tirés bien sûr de l'histoire, mais aussi de la géographie, de la philosophie, du droit, de la psychosociologie, ces indicateurs, notre conseil scientifique les a pointés dans ces 4 génocides et les a modélisés au travers d'un arbre couché que je vais vous montrer maintenant en essayant, voilà, et à modéliser l'ensemble de ces processus que vous voyez là. Au fond, vous ne devez pas voir tous les indicateurs, qui est une synthèse et qui montre comment, au regard de l'histoire, une société, à un moment donné, qui est dans une situation classique, qu'on appelle le terreau, dans lesquels il y a bien sûr des stéréotypes, des préjugés, des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, des conflits, mais qui, bon an, mal an, sont régulés par la démocratie et le droit. Par la démocratie et le droit, on y reviendra sans doute, le droit seul et la démocratie seule sont peut-être à préciser, en tous les cas sont régulés par la démocratie et le droit. Et à un moment donné de l'histoire de cette société, pour ce qui nous concerne sur 4 continents, à 4 moments différents de l'histoire du XXe siècle, puisqu'il s'agit des processus génocidaires que nous avons étudiés, à la fois du génocide des Arméniens, des crimes à caractère génocidaire des Tziganes, de la Shoah, puisque nous sommes un lieu Shoah, et du génocide des Tutsis au Rwanda.
À un moment donné de l'histoire de ces sociétés, il y a des crises et des déstabilisations, peut-être que voilà, vous le voyez ici, qui vont déclencher des engrenages qui vont aboutir en s'accélérant à l'étape 3 qui est l'étape dans laquelle il y a les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, les génocides. Et donc c'est à partir de ce travail de modélisation scientifique que nous avons, chacun des indicateurs que vous voyez ici sont référencés, appareillés scientifiquement dans ces 4 génocides. Et donc la question pour nous est de nous dire, bien sûr que vulgairement nous disons, enfin il est dit, l'histoire ne repasse pas 2 fois les mêmes plats. Et évidemment, en bon scientifique, nous avons à nous départir de 2 risques. D'une part, l'anachronisme, c'est-à-dire regarder avec des éléments contextuels, sociétaux d'aujourd'hui et les juger comme tels l'histoire du passé, faute grave. Et puis le déterminisme historique qui voudrait une version un peu linéaire de l'histoire, qui voudrait que les mêmes causes produisent les mêmes effets constamment, quels que soient les contextes. Ce sont 2 éléments desquels que nous essayons de mettre évidemment à distance. Là, il s'agit de dire, voilà, il y a des indicateurs dans l'histoire, et aujourd'hui, si nous prenons ces indicateurs, que nous disent-ils? Et évidemment, ils nous interrogent. Donc, vous voyez ces 3 étapes. L'étape 1 qui est l'émergence des extrémismes identitaires, et pour faire le lien avec le populisme, je vais vous évoquer quelques indicateurs. Vous voyez, minorité et extrémistes agissantes, ça c'est dans l'étape 1. Vous voyez l'appel à l'exclusion, Najat Vallaud-Belkacem vient de l'évoquer en creux rapidement sur la question par exemple de l'immigration. La création aussi de boucs émissaires, dans les 4 génocides c'est le cas, de prendre une population ciblée et d'y affecter l'ensemble des mots, et l'histoire est assez nourrie sur le sujet. Et puis vous voyez dans un de ces éléments qui est dans l'étape 2, quand on passe de l'étape 1 à l'étape 2 étant de la démocratie au régime autoritaire, vous voyez par exemple cet indicateur qui s'appelle le rejet des élites. Et que ce soit dans la crise du boulangisme, que ce soit dans le césarisme, dans le bonapartisme, évidemment dans le passage au régime autoritaire, les populismes, et y compris dans l'histoire ultra-contemporaine, les populismes nourrissent un discours du rejet des élites, anti-fonctionnaire, anti-parlementariste, évidemment. Et donc cette notion là, de rejet des élites qui est appareillée, qui nécessite évidemment de la déployer, est un des éléments importants qui caractérise un risque de passage d'une démocratie affaiblie à un régime autoritaire. Et, slide suivante, nous avons, avec notre conseil scientifique, essayé de quantifier la modélisation que je viens de vous présenter très rapidement de ce schéma réflexif, en essayant de dire est-ce que l'on peut quantifier, et en sciences humaines et sociales, même si ça évolue en France, il y a toujours cette petite mise à distance de la quantification. Et donc, nous avons pris avec Philippe Mossé et Alain Chouraki un certain nombre d'indicateurs, d'agrégats qui existent déjà, nous ne les avons pas inventés, bien sûr, qui sont mis en évidence dans le rapport de la CNCDH annuel, excellent par ailleurs, y compris sur les thèmes que nous évoquons ce matin, de la CNAF, évidemment de l'INSEE, tous les indicateurs liés, je crois que je les ai, voilà, ils sont ici, j'ai sorti les 8 principaux, le taux de chômage, oui, l'indice de tolérance, c'est celui qui est prôné par la CNCDH. Voilà, le nombre d'actes racistes, antisémites, xénophobes et anti-musulmans. Voilà. Et à partir de l'ensemble de ces agrégats et indicateurs, nous avons mouliné pour essayer de voir comment, entre 1990 et aujourd'hui, ces indicateurs que nous avons appelés HARD, indice d'analyse d'alerte républicaine et démocratique, vous voyez le petit clin d'œil, quelles sont leurs évolutions depuis 1990 ? Alors 1990 parce que les 8 indicateurs principaux sont stables à partir de ces années-là. Et vous voyez que entre 1990 et 2023, 2024, le risque pour la démocratie a été multiplié par 6. Et vous voyez que le trend, c'est-à-dire on va dire la moyenne pour aller vite, est évidemment quasi exponentielle.
Et à ce schéma, nous avons essayé de voir comment notre modèle réflexif s'appliquait. Vous voyez, terreau, étape 1, étape 2, étape 3. D'accord ? Nous l'avons plaqué, pour le dire rapidement, sur cette évolution. Et pour nos analyses, pour notre conseil scientifique, nous sommes aujourd'hui au milieu de l'étape 2, en France. Cette étape 2 qui est composée de 2 séquences, qui nous fait dire que nous sommes sur une ligne de crête. En montagne, sur la ligne de crête, on peut avoir une évolution assez risquée. Et vous voyez que dans l'étape 1, les 5 principaux indicateurs sont perte de repères, rejet des institutions et des élites, radicalisation, alors vous aurez noté avec un S, radicalisation, il ne s'agit pas d'une essentialisation envers une catégorie en particulier, N, désordre, agression, pouvoir déborder. Et la séquence 2, dans laquelle, pour nous, nous ne sommes pas aujourd'hui, fin de l'état de droit par la force ou les urnes, liberté médias contrôlée, internements arbitraires. Donc vous voyez la question, quand on reprend quelques indicateurs que la littérature scientifique historique met en évidence pour essayer de décrire les populismes, parce qu'il n'y a pas qu'un populisme qui ne serait par exemple classé qu'à l'extrême droite. Il y a des populismes qui sont nourris aussi d'autres formes de radicalité, qu'il est nécessaire aussi de connaître pour bien les analyser. Nous évoquions, pour préparer cette table ronde avec Judith, une des doctrinaires philosophes de talent qui depuis des années parle des populismes à gauche pour en prôner même l'émergence. Je pense à Chantal Mouffe, voilà, qui inspire nombre de courants radicaux à gauche. Donc c'est la position de la Fondation en tant que scientifique nous conduit à devoir préciser cela. Donc quand on prend ces indicateurs, on voit qu'ils sont présents dans les processus d'extrémisation que j'ai essayé de décrire rapidement tout à l'heure. Rejet des élites, bouc émissérisation, chef charismatique, autoritaire, minorité agissante, avec, qui dit minorité agissante, dit majorité passive. Et on voit que ce processus, à un moment donné, de majorité passive, quand on arrive à l'étape 2 et que les engrenages s'accélèrent, parce qu'ils sont nourris notamment par des formes de haine particulières, qu'il s'agisse de l'antisémitisme ou des formes de racisme. L'Europe parle, par exemple, de populisme xénophobe dans la littérature européenne, dans les programmes politiques de la Commission. Donc vous voyez que ce sont des termes qui sont utilisés, y compris dans les politiques publiques européennes. Donc ces processus s'accélèrent et risquent, au regard de l'histoire. Au regard de l'histoire. On ne dit pas voilà comment ça va se passer, et nous donne des clés de compréhension pour essayer de mieux agir au présent. Voilà un peu sur cette présentation pour vous montrer pour quelles raisons, au regard de cette modélisation scientifique, nous participons à ce débat pour essayer de vous éclairer au niveau historique. Monsieur Sadoul, pardon, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et effectivement, pour cette première partie, donc le populisme, c'est le rejet de l'autre, c'est aussi parler au nom d'un peuple, que ce peuple soit un peuple, un ethnos ou un démos, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Donc on peut parler de populisme au pluriel. Et le populisme est un danger pour nos démocraties et le respect de nos droits et de la pluralité politique. La pluralité politique est toujours mise en cause par ces différents populismes, et pour avoir de la pluralité politique et du libre arbitre, et pour cela, l'école joue un rôle clé. Et cela nous permet d'enchaîner avec la deuxième partie. Au sein du monde de l'éducation, est-ce que nous ne sommes pas tous des acteurs suffisamment variés pour que la question de la lutte contre les populismes soit appréhendée de façon riche, de façon suffisamment nourrie,
pour pouvoir justement préserver notre liberté de penser et la pluralité qui fait le creuset de la démocratie, le socle de la démocratie, un socle de la démocratie, pardon. Et donc Cécile Blanchard, au-delà des programmes qui abordent de façon très très succincte, nous en avions discuté, le populisme, juste un chapitre en première pour ceux qui font histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Le premier chapitre sur les démocraties, c'est vraiment celui-ci où on peut aborder la question. Au-delà, c'est à travers plusieurs pédagogies dont vous allez nous parler, Madame Blanchard. Oui, ce que peut faire l'école finalement contre les populismes, c'est contribuer à développer l'esprit critique et à donner aux élèves le sens de la complexité, puisque comme le disait Najat Vallaud-Belkacem, le populisme est un simplisme, pour faire une formule à l'emporte-pièce. Donc donner des occasions aux élèves de comprendre toute la complexité qu'il y a dans des situations historiques, dans des décisions à prendre, dans des connaissances scientifiques ou autres, c'est probablement la meilleure des choses à laquelle peut concourir l'école. La première des choses à dire, c'est que toutes les disciplines scolaires peuvent concourir à cette activité. Alors évidemment, l'histoire, l'enseignement moral et civique, ça vient à l'esprit de tout le monde évidemment, mais aussi les sciences. Parce que on le voit bien, les populismes font feu de tout bois et remettent en cause des connaissances scientifiques établies, et donc les sciences ont un rôle à jouer dans ce combat. Mais c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres disciplines, le PS par exemple, les lettres, et c'est vrai aussi en dehors de l'enseignement, d'autres personnels. Je pense évidemment au CPE ou aux professeurs documentalistes qui ont aussi des choses à apporter là-dedans. Évidemment, des enseignements transdisciplinaires comme les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dont on a beaucoup parlé cet hiver avec la question des nouveaux programmes, et puis l'éducation aux médias et à l'information sont des outils aussi très, très importants. Et puis c'est important aussi non seulement que toutes les disciplines concourent, mais aussi qu'on cultive les formes d'interdisciplinarité pour faire des ponts entre les disciplines et les enseignements, qui se renforcent comme ça les uns les unes les autres, et puis permettent aux élèves de combiner, de cumuler des méthodologies et des apports de connaissances venus d'univers différents pour être mieux armés, mieux outillés. Alors pour en venir aux pratiques pédagogiques que nous promouvons en tout cas dans les cahiers pédagogiques, c'est vraiment des sujets sur lesquels on essaye de travailler depuis longtemps, pour essayer d'apporter notre pierre au mur, à l'édifice. Alors pour revenir à l'histoire, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment ce qui revient le plus facilement à l'esprit, on peut par exemple faire rédiger par des groupes d'élèves ou faire jouer dans une pièce de théâtre les différents points de vue des différents acteurs d'un événement historique, pour leur permettre de bien prendre conscience, de s'imprégner d'une logique de pensée, et de bien prendre conscience que on peut ainsi avoir des points de vue très très différents, qui pour autant peuvent tous sembler justes, ce qui est une première approche de la différence du débat de pensée. Je pense notamment, il se trouve qu'on va bientôt publier un article rédigé par un élève de lycée sur les MUN. Alors c'est les modèles des Nations Unies. C'est une simulation de débat aux États-Unis, aux Nations Unies. Non, aux États-Unis c'est moins bien parti. Donc voilà, c'est une occasion de se mettre dans la peau d'un acteur et de réfléchir à la façon dont se construit un point de vue. Il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'éducation à la prise de décision dans les écoles et les établissements, à travers, et ça dans le premier degré, y compris même en maternelle, à travers les conseils coopératifs par exemple, où les élèves sont amenés à prendre des décisions sur l'utilisation de la coopérative allouée à la classe. Et il en existe dès la maternelle. Alors évidemment, on n'élabore pas les choses de la même manière, mais c'est une façon de montrer aux élèves comment on débat, on discute pour aboutir à une décision
qui satisfasse, si ce n'est tout le monde, au moins le plus grand nombre et qui soit raisonné. Bon, il y a aussi des conseils d'élèves. Il y a évidemment la participation des élèves au conseil d'administration, au conseil d'établissement également. Il y a tout ce qui se fait dans le domaine de l'éducation au débat, dans les heures de vie de classe ou dans les heures d'enseignement. Nous, on défend beaucoup au cahier pédagogique la DVDP, la discussion à visée philosophique et démocratique. Donc le principe, c'est pas, voilà, il y a aussi les ateliers philo. Enfin, il y a plein de dispositifs comme ça qui existent et qui reposent un peu tous sur les mêmes fondements, c'est-à-dire le respect de la parole des autres, le tour de parole avec souvent un bâton de parole qui est donné à celui ou celle qui peut s'exprimer pour que tout le monde ne parle pas en même temps. Éventuellement, quelqu'un, c'est le cas dans les DVDP, un synthétiseur ou une synthétiseuse de la parole qui va à plusieurs moments dans le débat essayer de faire la synthèse pour vérifier que tout le monde a bien compris les mêmes choses, reformuler ce qui s'est dit. Tout ça, ça peut être très formateur et c'est vraiment quelque chose qui nous semble à encourager à tous les niveaux scolaires. Il y a aussi évidemment l'expérimentation scientifique qui permet aux élèves de saisir comment se construit la science et donc d'éviter de sombrer dans l'excès d'esprit critique et de doute qui consisterait à remettre en cause systématiquement tout, alors qu'il y a quand même des connaissances qui sont établies, même si le processus pour y aboutir a été éventuellement assez long et a fait l'occasion de forts débats. Je pense évidemment à la question du dérèglement climatique et ses causes, au rôle des humains là-dedans, mais on peut adapter ça à plein d'autres thèmes dont se saisissent des discours populistes. Et puis de manière générale, la pédagogie de projet aussi, c'est un moyen d'introduire de la complexité et de la construction de connaissances et du débat pour permettre aux élèves, voilà, d'une première entrée dans ce mode de réflexion qui leur servira dans leur vie de citoyen et de citoyenne, en espérant que ça leur permettra d'être plus armés contre les populismes. Et puis on pourrait citer encore, par exemple, toutes les pratiques coopératives qui permettent aux élèves de travailler ensemble, de mieux se connaître, de s'entraider, et donc de mieux accepter aussi le fait que les uns et les autres ont des différences et chacun des points forts, des points faibles, et peuvent ensemble construire des choses qui est une éducation à l'ouverture et à la tolérance. Oui, merci beaucoup. Merci pour toutes ces pistes variées, nombreuses, qui sont fondées sur l'interdisciplinarité, qui effectivement permet de décupler en fait nos possibilités à nous enseignants quand on réussit à la mettre en place. Et il y a aussi toute cette partie d'exercice de la citoyenneté par les élèves, d'apprentissage de la citoyenneté par les élèves, qui est très très édifiante pour eux et très formatrice, et qui peut être confrontée ou en tout cas questionnée si jamais on invite un élu, notamment un élu RN dans un établissement. C'est ce qui s'est produit en fait, et à ce moment-là j'appelle Muriel Villemain à venir. Je vais te céder ma place. Alors, je me permets de faire un petit mot pour notre camarade qui ne peut pas être parmi nous, donc qui s'appelle Alusseini Soumaoro, qui est DS dans son établissement à Évreux et qui va ici vous rendre compte d'une situation qu'il a vécue dans le cadre de la préparation des élections européennes. Donc lui, il est enseignant en arts appliqués, et voici le contexte. Une enseignante de lettres, histoire et géographie avait invité la députée de la circonscription, qui est une députée du Rassemblement national, à venir dans notre établissement pour expliquer aux jeunes élèves des 3 classes de première le fonctionnement des institutions de la République dans le cadre de son enseignement. Pour cela, elle avait obtenu l'accord du chef d'établissement d'alors, mais pas celui de ses 2 collègues enseignants aussi des classes concernées. En ma qualité de déléguée syndicale et d'élu du CSE, je fus saisie de l'affaire par ces 2 collègues. Nous étions un mardi, alors que la venue de la députée était prévue le vendredi de la même semaine. Elles me firent part de leur désapprobation quant à la venue de la députée RN dans l'établissement, malgré leurs efforts d'explication auprès du chef d'établissement. J'ai aussitôt informé le bureau syndical FEB-CFDT au Normand de la situation, qui, à son tour, a demandé conseil à la fédération.
Du fait que la collègue organisatrice de la venue de la députée RN est une adhérente FEP-CFDT, notre secrétaire général d'alors, Diego Santos, a préféré l'appeler directement pour trouver avec elle une solution. Donc nos deux arguments principaux étaient, en tant qu'enseignants, nous avons un devoir de neutralité politique, et le deuxième était le positionnement du RN par rapport aux valeurs de la FEP-CFDT. Finalement, cet appel pour une solution amiable a échoué car la collègue était furieuse de notre action pour stopper son projet. Elle menaça en annonçant vouloir saisir la justice contre le syndicat. C'est alors qu'en tant que DS, j'ai écrit au chef d'établissement en insistant sur la nécessité de faire respecter le devoir de neutralité politique et de bien vouloir annuler la venue de la députée RN dans l'établissement. Il m'a répondu par des arguments plaidant plutôt en faveur de cette venue, ce à quoi j'ai fait suite en menaçant de communiquer à l'ensemble des enseignants sa réponse pour que chacun et chacune puisse se positionner sur la question. Il m'écrit de nouveau qu'il a soumis la question au directeur diocésain et selon l'avis de ce dernier, le problème sera à l'ordre du jour de la réunion des tutelles des chefs d'établissement du diocèse le jeudi, veille de la venue programmée de la députée. Il ajouta que la décision qui sera prise s'imposera à tous. En effet, le jeudi, en début d'après-midi, je reçois de mon chef d'établissement la réponse de la réunion de tutelle qui valide notre argument de devoir de neutralité politique et interdit toute venue de parti politique, quel qu'il soit, à la veille des élections européennes de juin 2024. En moins de 24 heures de la venue de la députée RN, nous avons réussi. Cette décision s'applique non seulement à notre établissement, mais à l'ensemble des établissements scolaires catholiques du diocèse. J'étais ravie, ainsi que l'ensemble des membres du bureau syndical haut-normand, de ce succès obtenu en si peu de temps, preuve qu'une action syndicale coordonnée peut être une des clés de solution. Inutile de vous dire aussi la joie des collègues qui s'étaient désolidarisés dès le départ du projet de venue de la députée. Par la suite, j'ai eu un entretien avec ma collègue à l'initiative de cette venue de la députée du RN. Elle m'a exprimé toute sa colère avec des invectives pour l'avoir empêchée de faire son travail. Je lui ai répondu qu'en aucun cas notre action n'avait pour but de l'empêcher de faire son travail, mais qu'en tant qu'enseignante, elle a le devoir de neutralité politique. Toutefois, dans la sphère privée comme citoyenne, elle est libre de militer pour toute organisation politique de son choix. Malheureusement, ce message n'est pas passé. Quelques jours plus tard, nous recevions au syndicat son mail pour se désyndiquer de la FEP-CFDT, ce qui était au final une bonne chose, car ne partageant pas nos valeurs. Voilà le témoignage d'une belle action syndicale que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon congrès à vous tous. Merci. Et effectivement, nous nous réjouissons de cette réussite syndicale qui a permis d'éviter qu'un député RN intervienne auprès d'élèves, puisque les valeurs du RN sont contraires aux valeurs de la CFDT. Cependant, la décision du diocèse peut nous interroger, nous interpeller, puisque le populisme définit nous contre eux étant les élites, ceux qui sont dans leur tour perché, qui ne vont jamais sur le terrain rencontrer le peuple, le nous. Et en fait, en coupant ces élèves du contact avec justement cette sphère des élites politiques, est-ce que quelque part, il n'y a pas une alimentation du discours populiste qu'on favorise? Et voilà, c'est une vraie question, puisque tout autre député peut être aussi empêché d'intervenir dans tout établissement. Najat Vallaud-Belkacem, si vous voulez donner votre point de vue. Oui, merci. Je découvre cette histoire. Mais la première chose que ça m'inspire, c'est que c'est une illustration de plus de la tension permanente qui pèse sur les épaules en fait, des enseignants et de l'école au sens large. De la même façon, on en parlera peut-être tout à l'heure, que sur les questions de laïcité, plus vous alimentez les tourments et les passions négatives autour de cette question, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à vouloir le faire en dehors de l'école,
et plus vous rendez la tâche difficile pour les enseignants au sein de l'école à qui vous faites injonction de transmettre la valeur de la laïcité, de la faire respecter. C'est quand même plus compliqué quand les élèves, tous les jours, voient une espèce de deux poids, deux mesures à l'extérieur, une espèce d'instrumentalisation, des grandes escroqueries autour de ce sujet par beaucoup. Donc c'est compliqué pour les enseignants. Et là, on a une nouvelle illustration avec ce qui vient d'être décrit, parce que finalement... la décision qui est prise, moi, à la fois je comprends la satisfaction d'avoir empêché une députée RN, et il fallait l'empêcher évidemment de venir. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on laisse à nouveau peser sur les établissements scolaires, sur les enseignants, des choses qui auraient dû être réglées à l'extérieur des écoles, par des décisions ou des prises de position fortes de la part de la puissance publique. Et tout notre malheur depuis plusieurs décennies, c'est qu'on n'arrive pas à dire clairement que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Et je pense que, en fait, ça, c'est la responsabilité. Elle pèse sur deux épaules, pour le coup, sur celle des pouvoirs publics, de ceux qui exercent des responsabilités, et sur les médias. Et tant que ces deux acteurs-là n'arrivent pas, j'allais dire, à se faire arbitre des élégances, à siffler la fin de la récré, eh bien, on a cette espèce de confusion permanente. Il y a des endroits où les acteurs que je viens de citer se comportent autrement, ou même historiquement chez nous, dans notre propre pays, je sais pas, un Jacques Chirac, président de la République, se comportait autrement pour dire cette force-là ne fait pas partie de l'arc républicain. Dans d'autres pays, en Belgique, les médias francophones ont décidé de ne pas donner la parole sur les médias à l'extrême droite. Et avec comme résultat très très direct, on le voit, lorsque les citoyens sont moins exposés à la parole raciste, à la parole d'exclusion, à la parole de xénophobie, ils y adhèrent aussi moins. Enfin, je veux dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais les forces populistes qui prétendent parler au nom du peuple comme si le peuple avait un avis spontané sur les choses. Mais l'imaginaire du peuple en question se fabrique à partir des discours que tiennent en permanence ces forces populistes, et plus encore lorsqu'elles ont, j'allais dire, un temps de parole aussi exagéré, aussi disproportionné. Et j'en profite pour dire une dernière chose, c'est que ce dont on souffre, à mon sens, c'est qu'on a à la fois ce temps de parole disproportionné, cette force et cette viralité de la parole d'exclusion, mais en même temps, il nous manque en parallèle les forces politiques qui porteraient haut et fier les valeurs d'inclusion, les préférences des Français, parce que quand on regarde les enquêtes approfondies, celles qui viennent de la recherche, pas les sondages à la volée, eh bien, on se rend compte que, par exemple, les Français ont une préférence pour l'inclusion, pour l'accueil digne des personnes étrangères, pour tout un tas de choses, pour notre système social, etc., etc. Et cette chose-là, elle est très rarement portée par les partis politiques, y compris ceux qui devraient le faire, dans le sens où ils vont souvent attendre d'être sur la défensive pour venir dire mais non, il ne faut pas dire autant de mal de l'immigration parce que quand même on en a besoin pour les emplois. Mais en fait, je pense que les partis politiques progressistes devraient se faire caisse de résonance des véritables préférences positives des Français, beaucoup plus en offensive qu'en attendant d'être sur la défensive. Voilà ce que ça m'inspire. Merci beaucoup, et c'est effectivement très inspirant. Oui, Nicolas, Monsieur Sadoul. Oui, sur la question que vous avez évoquée au travers de la situation de votre collègue, ça pose aussi la question des repères. Pour ce qui nous concerne, nous sommes donc un site mémorial, et dans un site mémorial, il y a des commémorations. La prochaine étant dimanche, dès 27 avril. Des commémorations régionales, des commémorations nationales ou internationales. Et donc, c'est posé la question, au Camp des Milles, de la présence dans une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont il ne vous aura pas échappé que les élus extrémistes sont pléthores, de la présence de parlementaires, comme le protocole républicain déclenché sous la responsabilité des préfets, notamment du préfet de région nous concernant, protocole républicain qui imposerait la présence de tous les parlementaires.
Et donc, on a avec notre conseil d'administration et le conseil scientifique un principe, et ne m'en veuillez pas s'il y a des élus de la commune, mais ce principe se synthétise de la manière suivante: pas de représentants des héritiers de Vichy sur un lieu de souffrance de Vichy. Et donc, mais il faut expliquer. Il faut expliquer. D'abord, le protocole républicain, et je peux vous dire qu'y compris dans l'accueil de hautes personnalités, on a pour nos 10 ans accueilli le président de la République, qui est venu notamment rappeler combien le volet réflexif sur les mécanismes que je vous ai proposés avait marqué au niveau national et au niveau international, mais y compris dans l'organisation de ce 10e anniversaire. Ce fut un combat, entre guillemets, en tous les cas, il y a eu des discussions très très fortes entre le protocole de la présidence de la République pour l'invitation ou non de ces parlementaires. Et il faut expliquer, faire de la pédagogie, pour éviter justement de nourrir le eux et le nous, de nourrir nous disons la vérité et vous voyez nous sommes exclus d'eux, pour y compris faciliter l'instrumentalisation de faits sociétaux. Exemple, aujourd'hui, l'explosion des actes antisémites, qui est une réalité au moins statistique, dont les descriptions méritent d'être appréhendées avec la complexité qui sied à ce genre de phénomène. Mais y compris, je parlais de la CNCDH tout à l'heure, Najat Vallaud-Belkacem évoquait les recherches scientifiques, parlons de celle de Vincent Tibéry, qui notamment dans son dernier livre montre combien les préoccupations des Français sont sur les enquêtes longitudinales, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mettent au premier rang de leurs préoccupations la redistribution, d'où un rapport à l'impôt qui est beaucoup moins démagogique que ce qu'on pourrait entendre sur certains plateaux dans certains médias, la question de l'inclusion, la question de la participation démocratique et les questions de l'exclusion, de l'immigration, etc., viennent dans des positions beaucoup plus éloignées. Donc, y compris, je cite Vincent Tibéry, puisqu'il fait dans son dernier ouvrage La droitisation de la société, mythe ou réalité, point d'interrogation, et il montre que, notamment sur l'explosion de l'antisémitisme, qu'effectivement ces faits existent, nous les avons mesurés à notre mesure dans le hard que je vous ai montré tout à l'heure, mais que quand on rentre sur de très longues années en France, et 40 dernières années, sur notamment l'indice de tolérance, cet antisémitisme s'éloigne de plus en plus des préoccupations des Français, mais par contre revient lors de crises, notamment géopolitiques, au travers de stéréotypes sur le rapport à l'argent, sur le rapport à la domination, sur la présence dans le pouvoir. Donc il faut pouvoir expliquer, y compris mener, entre guillemets, des combats sur des éléments qui servent de référence et de repères. Parce que sinon, la question de l'inversion des repères joue pour la population, ou un certain nombre de membres de la population. Et donc, par exemple, pour les commémorations, il n'y a que la remise lors de la présence de ces députés, une remise de gerbe, qui est un des éléments importants dans les commémorations, y compris dans son utilisation éducative par le préfet de la République, avec l'impossibilité pour les élus de pouvoir faire des plateaux improvisés sur les réseaux sociaux, sur le site de la commémoration. Bref, et à nous, représentants d'institutions scientifiques et mémorielles, de rappeler les faits historiques, sans anachronisme, et de rappeler aussi qu'un rapport spécieux à la démocratie, y compris quand elle est invoquée comme un hochet en permanence, pour autant que la séparation des pouvoirs soit remise en cause, que le respect de la chose jugée, y compris par les cours suprêmes françaises, qu'il s'agisse de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel, soit respecté, la question de l'indépendance des juges soit un élément majeur du respect de cette démocratie. Bref, que la démocratie, ce ne sont pas que des élections. D'ailleurs, les populismes dans l'histoire, on rappelle notamment au camp d'Émile, que Adolf Hitler a été élu avec 33,1% des voix. Et si on prend
l'accession au pouvoir des populistes ultra-contemporains, ce qui n'est pas notre champ d'action, mais on peut les citer, aux États-Unis, voire en Europe, c'est rarement par un coup d'État et de force. En revanche, les médias contrôlés, le rejet des élites, la remise en cause des éléments structurants de la démocratie sont des... Donc il faut expliquer le micro qu'a évoqué tout à l'heure sur des expériences, enfin des expériences même, désormais ce ne sont plus des expériences pédagogiques, ce sont des pratiques pédagogiques qui ont été valorisées, sont des éléments très très forts, et sans doute, parce que je suis déjà trop long, y reviendrons-nous tout à l'heure, mais la question aussi de l'utilisation, le changement de paradigme du rapport à l'opinion, c'est-à-dire à l'idée qu'on peut se faire dans son rapport au sens critique au regard des réseaux sociaux et de leur instrumentalisation, y compris dans son impact majeur sur la démocratie, sont des éléments que dont les enseignants se saisissent, sur lesquels ils travaillent, mais qu'il faut sans doute généraliser, y compris sans doute dans la remise en débat des espaces démocratiques à l'école. Comment faire vivre des pratiques démocratiques dans le champ de l'éducation. Et nous donnons des exemples. Par exemple, tout à l'heure, on pourra remettre le schéma, ce processus, cette arborescence, vous avez vu qu'il y a des points rouges sur chacune des branches, c'est le terme résistance. C'est-à-dire quels sont les éléments qui peuvent endiguer ces processus à un moment donné. Quand nous accueillons des classes, 69 000 jeunes par an, un des éléments que nous pointons dans le terreau et dans l'étape 1, surtout dans le terreau, à la question à quel moment est-il le plus efficace de résister au processus de déclenchement d'engrenage, évidemment le terreau, et y compris dans les étapes 1. Nous donnons souvent l'exemple de la présence des parents d'élèves dans les conseils d'école, dans les conseils d'établissement, et du vote aux élections pour les parents d'élèves. Pourquoi donnons-nous cet exemple ? Parce qu'y compris pour les familles qui n'ont pas de nationalité française et pour lesquelles le vote pour des élections, alors locales, on l'attend depuis 40 ans, ou nationales, peut-être pas européennes, ce sont les élections de parents d'élèves. Et donc, quels que soient les publics, y compris quand nous avons des publics d'élèves dont les parents n'ont pas la nationalité française, montrer que le rapport à l'élection se fait aussi dans la reconnaissance dans un établissement scolaire, dans un espace démocratique des parents, est un élément fondamental. Sinon, il y a le risque, d'un côté, et Najat Vallaud-Belkacem l'évoquait un instant, que les principes, les valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ce sont des discours de tribune, mais dans la pratique quotidienne, quid des pratiques démocratiques ? Quid de la reconnaissance au travers de la prise de parole ? Et ça existe dans beaucoup d'établissements. Et je crois qu'il faut se réinterroger, puisque c'est quelque chose de cyclique. Il y a 15 ans, on parlait de la refondation de l'école, on a pu parler, sous Lionel Jospin, de la création, par exemple, de la maison des lycéens, c'est-à-dire cette question de comment on apprend dans une association UCEB, dans une association UNSS, dans un foyer scolaire, comment on apprend réellement ce qu'est la pratique démocratique, y compris en prenant des exemples qui ont été donnés tout à l'heure d'un rapport à la parole de l'autre minoré au travers d'exemples cinématographiques, romanesques, La Vague par exemple, que vous connaissez sans doute, sur ce professeur qui est un des ateliers que nous présentons au Camp des Milles. Et je crois qu'il nous faut vraiment s'interroger dans la communauté éducative sur la remise en chantier de ces espaces démocratiques avec les enseignants, avec les élèves et les parents d'élèves. Sans quoi, peut-être que c'est l'un des éléments d'éloignement et de facilitation d'être, sensible, séduit par des sirènes démagogiques où la notion de bon sens vise à se substituer à la question de l'esprit critique et de la démarche scientifique. Merci. Madame Blanchard, vous souhaitiez rajouter de votre côté ? Très très rapidement pour revenir à la question
que vous posiez sur est-ce que c'est pas embêtant de ne pas pouvoir mettre les élèves en contact avec les eux que sont les élus éloignés, etc. Alors déjà, il me semble que dans le cas qui a été évoqué, on était en période électorale, donc ça, le devoir de réserve, évidemment, on ne peut pas inviter quelqu'un d'un parti politique pendant une période électorale, ça me semble une évidence. Hors période électorale, il y a des moyens de contourner. On peut aller chercher un élu au conseil. Quand on a sur sa circonscription un député ou une députée RN, évidemment, moi je serais plutôt partisane de ne pas les faire venir. C'est ce que je suis d'accord avec ce que disait d'ailleurs aussi bien Najat Vallaud-Belkacem que Nicolas Sadoul, mais on peut aller chercher un élu ou une élue du conseil régional, du conseil municipal, du conseil départemental, voire du côté du sénateur ou de la sénatrice si ils sont de bords différents. Déjà, c'est une possibilité. Puis on peut aussi faire venir plusieurs élus en même temps, de façon à ce que les élèves puissent poser des questions et assister à un débat, une confrontation en direct, etc. Il y a des moyens quand même de contourner au cahier pédagogique. On aime bien toujours, dans toutes les situations, essayer de trouver la marge de manœuvre qui fait qu'on arrive quand même à faire quelque chose de positif à partir d'une situation qui peut sembler un peu compliquée au départ. Merci. Et avant de vous donner de passer aux questions, de vous donner la parole pour les questions, pour conclure, en fait, je vais vous poser à chacun une question autour du fait que l'école, l'éducation constitue un enjeu pour les populistes et pour les discours pour alimenter les discours populistes. Et je commencerai par vous, Madame Blanchard, sur la question du populisme éducatif en une phrase ou en deux phrases. Enfin, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, en fait. Oui, le populisme éducatif, c'est une notion qui a notamment été théorisée par un chercheur qui s'appelle Xavier Ponce, qui explique qu'en fait, en se fondant sur les attentes perçues de la population, alors perçu, on ne sait pas très bien comment, est-ce que c'est par des sondages non scientifiques ou par des recherches, des politiques, quel que soit leur bord, font des propositions de mesures de bon sens, en y mettant tous les guillemets nécessaires, qui sont en général simplistes, comme on le disait tout à l'heure, et qui instaurent une controverse, qui fait écran, qui occupe tout l'espace public et qui empêche finalement d'aborder le fond du problème, et surtout qui occulte, évite les propositions, les connaissances que peuvent sur le sujet apporter les chercheurs et chercheuses et les corps intermédiaires, les syndicats, les associations de parents, les mouvements pédagogiques, les mouvements d'éducation populaire, etc., pour parler de l'éducation en particulier. Un exemple typique, c'est la question de la suspension, de la suppression des allocations familiales pour régler l'absentéisme, qui revient de manière assez régulière. Il y a des bulles qui ressortent comme ça régulièrement. Et qui on discute de ça, de c'est bien, c'est mal, et on ne parle pas de tout le reste, des initiatives qui existent dans des établissements, dans des collectivités pour essayer de lutter contre l'absentéisme, de ce que dit la recherche sur le sujet, etc. Un autre exemple plus récent, c'est sur les groupes de niveau imposés comme ça d'en haut, en dépit de tout ce que peut dire la recherche, puis transformés en groupes de besoins, évidemment. Enfin, c'était quand même spectaculaire. Personne n'était d'accord avec cette mesure, ni les chercheurs, ni les syndicats d'enseignants, ni les chefs d'établissement, ni les parents, personne. Mais ça a quand même été. Et pour autant, il ne me semble pas qu'on puisse qualifier Gabriel Attal et ses successeuses de populistes dans l'absolu, mais c'était quand même, il me semble, une mesure qui relevait de ce type de démarche, en fait, parce que c'est le bon sens. Et pas du tout de complexité dans le débat. Oui. Oui, merci. Je ne sais pas si vous comptiez me donner la parole, mais je veux bien rebondir sur ce qui vient d'être dit. Parce que justement, je crois qu'on aborde le sujet qui est essentiel en ce moment. C'est qu'en fait, on assiste à une extension du domaine du populisme. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la migration, mais ça touche aussi l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement facile d'être populiste.
ça exonère à si bon compte de se fader la réalité des sujets, leur complexité, les recherches scientifiques, les réformes indispensables à mener, les vrais sujets. Bref, c'est tellement facile d'être populiste. Donc oui, il y a une extension du domaine du populisme, mais oui, je considère que Gabriel Attal entre complètement dedans. Et c'est ça qui est terrible, parce que justement, ça donne un visage presque institutionnel ou establishment, pour utiliser un mot que certains aiment, à ce qui est du populisme. Lorsqu'il dit « je vais faire », au début c'était même carrément des classes de niveau, si je peux me permettre de vous raconter juste une anecdote qui restera entre nous. Comme vous le savez, cette histoire, bon, enfin comme vous le savez, vous d'une certaine façon appartenant plutôt à l'enseignement privé, lui en a été exonéré puisqu'il a dit de toute façon je ne les ferai pas. C'était assez intéressant dans l'absolu, n'est-ce pas? Mais enfin l'enseignement public qui était censé du coup les faire, ces classes de niveau, très vite, toute la communauté éducative, et vraiment merci à elle, a réagi en disant c'est pas une bonne chose, etc. La recherche scientifique a rappelé tout ce qu'elle avait évalué par le passé, que c'était une mauvaise chose de procéder comme ça, que ça enfermait les élèves dans l'absence d'estime d'eux-mêmes, etc. Bon, bref. Il se trouve que, comme vous le savez, Gabriel Attal n'est pas resté très longtemps ministre de l'Éducation. Il est passé Premier ministre. Ensuite, je crois qu'il y a eu Amélie Oudéa-Castéra, ça s'est mal passé. Et puis ensuite, il y a eu Nicole Belloubet. Et donc, un jour, je déjeune avec Nicole Belloubet, qui est quelqu'un pour laquelle j'ai plutôt, pour le coup, de l'estime. Et donc, du coup, on parle éducation, évidemment, et elle me dit, et je crois que je peux le répéter parce qu'après, un peu plus tard, elle s'est exprimée publiquement et je crois que tout le monde a compris ce qu'elle pensait. Elle me dit, oh là là, je ne sais pas comment m'en sortir de ce truc, des classes de niveau / groupe de niveau, etc. Je suis censée le mettre en œuvre puisque l'engagement a été pris, mais je t'avoue que moi, déjà, je n'y crois pas du tout. Ensuite, j'ai fait le tour de toute la communauté éducative, évidemment, les syndicats, etc. Tout le monde est remonté. Et elle me raconte la chose suivante. Elle me dit, donc en fait, du coup, après avoir fait ce petit tour de piste, je suis allée voir Gabriel Attal, Premier ministre, et je lui ai dit, écoute Gabriel, je comprends que tu aies pris cet engagement, mais je t'assure que c'est vraiment une mauvaise idée, et tout ça pour X et Y raisons, et elle lui a rappelé tout ce que disait la recherche et tout ça. Et donc, si tu m'y autorises, parce que je comprends que tu ne veuilles pas non plus être complètement, démenti, moi, je ferais plutôt, à la limite, des groupes de besoins, ce sur quoi la recherche arrive à peu près à s'entendre. Ce à quoi Gabriel Attal répond, écoute, tu fais ce que tu veux, vas-y, si ça te chante, moi, je continuerai à parler de classe de niveau. Et donc, en fait, cette anecdote, qui a l'air de rien comme ça, mais si c'est pas du populisme éducatif, moi, je comprends pas ce que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif numéro 1, c'est d'atteindre ce qui passe pour être le bon sens de l'opinion publique, en réalité qu'on flatte dans sa méconnaissance du sujet. Et ce qui est absurde dans le cas précis, c'est que, pour le coup, aussi bien les fédérations de parents d'élèves que les syndicats d'enseignants disaient non à cette mesure. Donc ça veut dire que vraiment, c'est même pas qu'on cherche vraiment à être en phase avec une opinion publique qui saurait, partons du principe que les fédérations de parents d'élèves et les syndicats sont un peu plus connaisseurs en matière d'éducation que le reste. Non, c'est l'opinion publique sondagière, en fait, celle qui permet à bon compte, encore une fois, de grignoter des points dans les sondages. Donc moi, je suis extrêmement ennuyée par ça, parce que, évidemment, ce populisme éducatif-là, c'est le même qui va conduire à penser que le SNU, c'est la meilleure façon de répondre à l'absence de mixité des élèves, par exemple, mais par contre, de ne pas travailler sur la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires. C'est celle qui va, à bon compte, régler son problème au numérique en disant il faut revenir au tableau noir, alors que, en fait, c'est pas parce qu'on est capable de dire à la fois les enfants passent trop de temps devant l'écran, mais il faut que l'école leur apprenne à utiliser quand même le numérique, parce que sinon, si l'école se met en mode avion, du coup, les enfants, ils sont encore plus les jouets de ces écrans et de ce numérique. Donc, j'aurais plein d'autres exemples, mais en tout cas, je pense que le populisme éducatif, à la fois, il empêche l'école d'avancer,
Et il nous empêche démocratiquement de résister, pour reprendre une de vos slides, comment on résiste à l'engrenage. Il nous empêche collectivement de résister, puisque pendant ce temps-là, en fait, même des choses positives que vous avez évoquées, comme l'enseignement moral et civique, moi j'ai noté avec beaucoup de regrets, malheureusement, que le contenu même de ce programme a été révisé après 2017, par mon successeur. Je crois que c'est vous, Cécile, qui parliez des discussions à visée philosophique qu'on avait introduit dedans, que j'aimais beaucoup, tout comme les dilemmes moraux, par exemple. Tout ce qui permet de faire parler les élèves, de les faire justement entrer dans une rhétorique, frotter leurs opinions les uns aux autres, en fait, ça a disparu au profit d'une espèce de catéchisme institutionnel, comme c'était déjà autrefois l'instruction civique. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça parce qu'on est en train de régresser sur notre capacité à résister au populisme, y compris au sein des écoles. Merci beaucoup. Et ce sera Ce sera donc la conclusion de cette table ronde, puisque nous allons maintenant donner un temps d'échange avec la salle. Oui, alors Diego, voilà, le micro arrive. Oui, bonjour, merci pour ces paroles. En fait, nous, le problème qu'on avait, c'est que l'argument qui nous a donné cette enseignante ex-CFDT, c'était par rapport à la liberté d'expression. Donc son argument, c'était que la CFDT, nous, on empêchait que d'autres discours, que les élèves aient accès à d'autres discours, et que dans un territoire comme l'Eure, où il y a eu sur 5, je crois qu'on a 4 élus Rassemblement National, et un qui est Renaissance ou macroniste, donc que nous, on empêchait finalement que la démocratie ait lieu dans la salle. Donc c'était un petit peu son argument. Nous, CFDT, donc on a dit que ça n'allait surtout pas par rapport à nos valeurs, mais c'est vrai que ces côtés-là qu'ils nous taxent, nous, pas très démocratiques, pas pour le dialogue justement, pas très ouverts à l'autre, et que ce soit validé par les médias, comme a dit Madame l'ex-ministre, et que ce soit validé aussi par les pouvoirs publics, c'est ça qui nous a posé vraiment problème. Parce que nous, CFDT, on connaît quelles sont nos valeurs, mais par rapport à ce qu'il disait la prof, elle me disait, vous m'empêchez, moi, de dire ce que j'en pense, que quelqu'un vienne dans la salle dire ce que pensent beaucoup des lecteurs. Et donc c'est là où pour nous ça a été un peu compliqué. On a demandé à la Fédé, voilà, un petit peu pour être épaulé sur cette question. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des... on a pu opposer certaines choses, mais sur le fond, le fait que ce soit permis, ce type de discours, dans les médias et par les pouvoirs publics, nous, en tant que profs, ça nous pose problème parce qu'on est un petit peu à court par rapport à ce qu'on peut opposer à ce type de discours. Et je répète, c'est une salle de classe avec des élèves des premières qui vont voter pour la première fois 2 années après, 1 année après, et qui sont exposés à ce type de discours d'exclusion sans contradictoire en face, parce que la prof, elle était vraiment, elle avait un parti pris, vous voyez. Donc c'était ça vraiment l'enjeu, et c'est là où ça, disons, Alou, il a été très fort parce qu'il a vraiment réussi à travailler avec les autres collègues de l'établissement vraiment pour résoudre le problème. Si je peux juste rebondir là-dessus, pardon, en une phrase, mais quand je disais tout à l'heure, le problème, c'est que en fait, c'est à l'extérieur de l'école, dans le débat public, dans les acteurs politiques et les médias, que devrait être prise la responsabilité de désigner clairement le Rassemblement national et Reconquête comme hors de l'arc républicain. Pour moi, ce que j'avais en tête, c'est que, bon, d'abord, il y a les pouvoirs publics déjà installés, président de la République, gouvernement, etc. Et donc, il y a évidemment un problème, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a un problème à chaque fois que des propos sont tenus qui émanent de ces sphères-là et donnent l'impression que le RN est un parti comme les autres, etc., qu'ils sont les bienvenus, etc., on les accueille.
dans la moindre des négociations partisanes, on les fait même passer en premier, on les valorise plus, on en dit du bien parfois dans la presse, on reconnaît que leurs questionnements sont les bons. Donc toute cette confusion-là, elle est problématique de la part des pouvoirs publics. Mais au-delà des pouvoirs publics, il y a le sujet des partis politiques, j'allais dire pour le coup républicains, et notamment des progressistes, on va dire des humanistes, et de ce qu'ils font par rapport à ce Rassemblement national / Reconquête. Et je trouve qu'en fait, il y a un manque de réactivité. C'est-à-dire qu'en vérité, à chaque fois qu'un propos clairement raciste, clairement xénophobe, clairement discriminatoire est tenu sur un plateau télé par une émanation du Rassemblement national ou de Reconquête, il devrait y avoir systématiquement dépôt de plainte de la part des partis progressistes, et pas simplement des associations et des ONG, je sais que certaines d'entre elles le font, mais des partis progressistes, pour finalement dessiner une limite. Et lorsque les élus en question sont condamnés, par exemple Éric Zemmour, il a quand même été condamné pour avoir dit que tous les mineurs isolés non accompagnés étaient des violeurs et des délinquants, on est bien d'accord. Bon, normalement, là, ça vous donne un indicateur extrêmement objectif, neutre, comme on aime dire, pour, au sein des écoles, dire on ne peut pas accueillir une émanation de Reconquête alors que le chef de cette formation politique a été condamné pour discrimination, xénophobie, racisme, toutes choses parfaitement contradictoires avec les valeurs de l'école qui sont liberté, égalité, fraternité. Donc déjà, ou même laïcité. Déjà, je pense qu'en fait, il manque une espèce de clarification comme ça, mais c'est parce que les différents acteurs que nous sommes ne nous entraidons pas assez. Je pense que les partis politiques, encore une fois humanistes, ont un rôle à jouer qu'ils n'investissent pas suffisamment. Et voilà, et cette conversation me donne une idée. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait carrément créer une cellule au sein des partis politiques de gauche, par exemple, au hasard, qui serait chargée, mais vraiment quasiment de faire de la veille média et d'attaquer bille en tête en justice à chaque fois des propos, y compris ceux qui avaient été tenus pendant la dissolution, puisque c'est à ce moment-là que se passe votre épisode, mais quand un député RN va à la télévision prétendre que tous les binationaux sont suspects de trahison ou d'intelligence avec l'ennemi, c'est un propos discriminatoire. Alors je me jette la pierre parce que peut-être que ça aurait été à moi de porter plainte pour le coup, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une cellule quelque part qui fasse ça et ça vous facilitera la tâche. Madame Blanchard. Oui, je voulais juste... Dans le courrier qui nous a été lu, dans ce que vous avez dit, moi j'ai l'impression en creux qu'en fait ce que voulait faire la collègue en question, c'était pas... alors l'argument de la liberté d'expression me renforce dans ce sentiment, parce qu'en général il est utilisé par le RN, Reconquête, etc. pour dire on nous donne pas la parole. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il soit banni des médias, qu'il n'ait plus la parole, etc. Donc je le trouve toujours un peu suspect. Moi, peut-être que je me trompe, mais la collègue en question, elle faisait venir cette députée à des fins de propagande politique, pas à des fins d'éducation à la citoyenneté. Ça me semble assez clair dans les non, pas les non-dits, mais ce qui court dans le courrier, dans ce que vous avez dit. Donc là, on est dans un cas très, très particulier. C'est-à-dire que faire venir un élu RN ou une élue RN pour un débat avec un ou deux autres élus, etc., ça me semble pas illégitime. Ça peut se discuter. Puis effectivement, il faut être extrêmement vigilant au contenu des propos qui sont tenus. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une tribune politique qu'elle lui offrait. Parce qu'elle était de ce bord-là. Donc on est dans quelque chose qui ne relève pas de l'éducation, du tout. Oui, monsieur Sadoul. Oui, moi je voudrais noter quand même que c'est l'expression de l'importance des corps intermédiaires et notamment de syndicats, en l'occurrence la CFDT, qui disposent de délégués syndicaux formés, qui assument les valeurs de leurs syndicats, y compris dans des situations complexes, voire qui peuvent apparaître contradictoires, y compris en nommant, puisque c'était l'une de vos adhérentes. Et donc là, c'est un exemple que vous commencez à documenter, la preuve, nous en parlons, qui peut servir évidemment de pratique de résistance
au regard de ce que je présentais tout à l'heure, toutes choses étant égales par ailleurs, et qu'il est important de faire connaître comme vous le faites aujourd'hui. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter, mais c'est trouver une explication sur comment un de vos collègues a pu réunir les membres de la communauté éducative, mettre les contradictions sur la table, convaincre les membres de son équipe pour aboutir à ce que ce qui était contesté n'arrive pas, est un élément qu'il faut pointer et dont nous devons prendre exemple pour d'autres situations. Et par rapport à l'argument sur la liberté d'expression, je reviens à la façon dont elle est utilisée par les langages démagogiques et populistes, notamment au travers de, vous avez compris que j'adorais la notion de bon sens, qui mise en perspective au regard de l'attaque dont fait l'objet le champ scientifique mondial aujourd'hui est un élément très important, et nous, enseignants, chercheurs, cherchants, savons combien nous sommes les gatekeepers de ce savoir scientifique complexe, comment nous devons le décliner devant nos élèves, nos stagiaires, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'est un élément important. Deuxièmement, à l'image de ce qu'a mis en évidence Dan Ampoli dans Les ingénieurs du chaos, notamment, et je crois que vous l'évoquiez, Judith, dans votre introduction, c'est-à-dire comment un certain nombre de démocraties italiennes, le mouvement 5 étoiles, Trump, saison 1, Bolsonaro, Hongrie, comment l'utilisation des réseaux sociaux dans la constitution d'une fausse opinion publique, dans la façon dont, à l'appui d'une liberté d'expression qui serait portée par les uns, décriée par les autres, par de nouvelles formes de propagande et de manipulation, aboutissent à ce que, démocratiquement, des personnes qui vont détruire la liberté d'expression soient élues au nom de cette liberté d'expression. Et donc vraiment, ce travail que d'autres chercheurs nourrissent, le travail de Dan Ampoli, il vient de sortir un nouveau bouquin là. Et puis le deuxième chercheur qui me semble très intéressant dans ce rapport liberté d'expression, technologie, que nous devons intégrer, les cahiers pédagogiques le font depuis longtemps, les mouvements d'éducation populaire depuis très longtemps aussi au travers de différentes organisations. Je pense à Asma Mala sur son dernier bouquin qui s'appelle Technopolitique et qui montre comment à la fois les algorithmes, les grandes organisations les technostructures actuelles travaillent sur un affaiblissement majeur, une métamorphose majeure des processus démocratiques que nous entrevoyons comme classiques et indiquent quelques éléments qui permettent aux citoyens que nous sommes, tout en ne devenant pas technophobes ou en ayant là aussi un discours qui pourrait être totalement démagogique sur les outils qu'il ne faut pas utiliser et sur lesquels on est tous là en ce moment dessus, comment on peut les utiliser, mais surtout qui ouvrent notre vigilance et notre lucidité sur cette utilisation, mais toujours au travers, ou en tous les cas beaucoup, de la liberté d'expression comme mantra, et donc de ce rapport démagogique à le contournement des corps intermédiaires, le rapport direct par niche grâce aux algorithmes à des clientèles, et je crois que ça... En tous les cas, moi, ça m'a nourri beaucoup, donc je vous transmets ces bonheurs de lecture et d'engagement. Autre question ? Oui, j'avais levé la main. Une question. Ah, oui. Je ne sais pas, on m'avait donné le micro. Voilà, moi je suis professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, à Sarcelles, et donc en tant que citoyen, représentant, responsable syndical, professeur, et qui plus est d'histoire-géographie, je suis vraiment très sensible à tout ce que vous avez dit, et je vous remercie vraiment de ce débat qui est très riche. Donc vous avez dit, effectivement, il faut absolument éviter que la notion de bon sens ne se substitue aux pratiques scientifiques. Ça, c'est évidemment essentiel, parce que nos élèves, comme tous les citoyens, malheureusement, sont bombardés de vérités simples, via notamment les réseaux sociaux, les médias de masse, etc. Et effectivement, ça a été dit notamment par Madame Blanchard, dans les pratiques pédagogiques, il est important de favoriser la confrontation critique
l'esprit critique, la confrontation, la diversité des opinions, la réflexion, etc. Sur le plan pratique, alors évidemment, tous les enseignants, je pense, dans toutes les disciplines, essayent de se servir, enfin tous, la majorité des enseignants, essayent de se saisir de ces questions, mais sur le plan pratique, souvent, on est quand même confronté à des questions de problématiques de manque de temps, parce qu'on est confronté à des programmes qui sont quand même très très chargés, et aussi à une école qui continue, malgré tout, et malgré la volonté des enseignants de leur majorité, à être perçue et à se définir, malgré tout, quoi qu'on en dise, comme un instrument de sélection sociale, c'est-à-dire de sélection économique. Et donc la question que je pose, c'est ne faudrait-il pas, quelque part, que les pouvoirs publics, du point de vue du ministère de l'Éducation, prennent vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Là, nous sommes, et vous l'avez très bien dit, dans un moment critique où il y a une montée des populismes qui nous conduit droit vers une remise en cause extrêmement grave de l'état de droit dans nos démocraties libérales, et en France notamment, mais pas qu'en France. Et peut-être faudrait-il prendre la mesure de tout ça, clarifier ce qu'est l'école, c'est-à-dire l'école, lui donner clairement une priorité citoyenne. Et ça suppose évidemment une réflexion sur les programmes. Pourquoi ne pas définir des priorisations, c'est-à-dire faire en sorte que les programmes soient peut-être un petit peu moins lourds, mais permettent davantage la confrontation, la discussion, des pratiques pédagogiques novatrices qui mettent vraiment la discussion et le débat et l'appropriation autonome par les élèves des savoirs, ce qui manque terriblement dans le système éducatif français, qui est quand même très très frontal. Pourquoi ne pas réfléchir à l'organisation du système scolaire, c'est-à-dire définir des instances de dialogue avec les parents d'élèves, entre enseignants, avec les pouvoirs publics, etc. Pourquoi évidemment ne pas accentuer l'éducation aux médias, au numérique. Enfin voilà, je crois que c'est très bien tout ce qu'on dit là, mais quelque part je me dis, mais est-ce que là, il n'y a pas vraiment quelque chose de puissant à faire sur la définition de l'école? Parce que sinon, on laissera les enseignants confrontés à cette espèce de dilemme qui est, est-ce que je finis mon programme ou est-ce que je travaille vraiment à éduquer l'intelligence des élèves? Voilà, merci. Alors, Madame Blanchard. Oui, je parlais tout à l'heure des marges de manœuvre qu'on s'attache toujours à essayer de chercher et de trouver au cahier pédagogique et au CRAP, c'est l'association qui publie les cahiers pédagogiques. Je voulais juste dire deux choses. D'une part, il y a, dans ce qu'on publie, la plupart des articles qu'on publie proposent des dispositifs pédagogiques, des moments, des pratiques, dont l'objectif est toujours de viser les apprentissages qui sont au programme. Donc en fait, l'idée, c'est quand même d'utiliser ces dispositifs-là pour aboutir à traiter le programme. C'est pas forcément complètement antinomique. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis par rapport à ce que vous évoquiez, bon, il se trouve que donc le CRAP Cahier Pédagogique, l'association, a décidé en janvier d'appeler à une convention citoyenne sur l'éducation. Donc on a communiqué à ce sujet, on a appelé, alors c'est la FCPE, donc c'est les parents de l'école publique, excusez-nous, mais ils ont lancé une pétition à ce sujet, donc on a appelé à signer cette pétition pour essayer de contribuer à ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui ont relayé cet appel, c'est Philippe Mérieux en a parlé, mais il y a aussi, par exemple, Pierre Ouzoulias, qui est un sénateur communiste qui l'a relayé. Enfin voilà, ça pourrait être une solution. Après, le problème, c'est que on n'a pas. Moi, le sentiment que j'ai en ce moment et que le diaporama de Nicolas Sadoul n'a pas apaisé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si il faudrait pouvoir faire une convention citoyenne. Je ne suis pas sûre que la configuration politique actuelle soit très favorable, non seulement à la convocation d'une convention citoyenne et ensuite à la prise en compte de ce qui en ressortirait. Ce n'est pas exactement les exemples qu'on a eus, en tout cas pour la convention sur le climat. Et par ailleurs, je ne voudrais pas aboutir à un point Godwin en même temps. Bon. Mais moi, j'ai l'impression que actuellement, il y a un certain nombre de membres de la classe politique qui sont quand même, en France, mais aussi au niveau international, qui sont quand même dans cette fameuse dynamique de plutôt Hitler que le Front populaire.
Donc je ne suis pas sûre que leur intérêt soit dans le fait de réduire la compétition à l'école pour les places, de réduire l'élitisme et ce genre de choses. Donc voilà, il va falloir aussi partir de la base et des mouvements constitués que vous êtes, qu'est un mouvement pédagogique comme celui auquel j'appartiens, pour essayer voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre du gouvernement actuel de mettre ça en place. Si on leur laisse faire, actuellement les programmes qui sont refaits, le sens dans lequel on va, si on leur laisse la main complète, on risque d'avoir un sacré déconvenu, je crains. Oui, merci. Nous allons prendre la dernière question, et si vous souhaitez rebondir encore sur cette question-ci, vous pourrez également, puisque le temps, on l'évoquait, est précieux et court. Là, je suis ici, là. Bonjour. Merci à vous déjà. La question que je voulais simplement poser, donc c'est l'éducation peut-elle lutter contre les populismes? J'aurais peut-être tendance à élargir, peut-être à lutter contre la bêtise en général et l'absence de pensée complexe. Au travers de tout ce que vous avez dit, au travers de tout ce qu'on a dit déjà au travers du Congrès, le mot résistance qui revient beaucoup dans ce que vous avez dit, est-ce qu'on ne risque pas un épuisement, encore plus, un épuisement supplémentaire des enseignants humanistes, dont je fais partie, qui s'épuisent à essayer de maintenir ces valeurs à flot avec un ensemble de choses qui vient lutter contre ça. On a parlé d'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûre que ça aille vraiment dans le sens d'un plus grand développement d'esprit critique, etc. Voilà, donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on ne fait pas encore peser encore beaucoup de choses, même s'il faut le faire, et comment on peut nous aider à ne pas s'épuiser. Moi, je suis professeure de philosophie. Je m'épuise dans mes classes à les porter à bout de bras, à lutter contre tout ça et toutes les aberrations qu'on entend dans les classes. Voilà. Alors, Madame Vallaud-Belkacem. Non, pas vous. Pas vous. Non, mais les éducateurs que nous sommes, quels que soient nos chantiers d'intervention, de transmission, de transmission des clés de compréhension, nous sommes investis d'une manière ou d'une autre pour déployer le comprendre pour agir. Oui, c'est complexe, c'est très difficile. On est sur une ligne de crête. Des enjeux majeurs sont à l'œuvre aujourd'hui, de métamorphose, avec de multiples exemples et Cécile s'en faisait tout à l'heure l'expression, la témoin d'expériences pédagogiques, de transmission. Nous recevons à la Fondation 69 000 jeunes par an. Nous accompagnons, dans le cadre d'un programme qu'on a développé dans notre chaire internationale de l'UNESCO, qui regroupe 20 pays, un programme qui s'appelle de labellisation citoyenne, où nous accompagnons, grâce auquel nous accompagnons plus de 50 projets par an qui vont du voyage mémoriel à la création avec une classe de lycée technologique de lunettes virtuelles sur le devoir de mémoire et l'engagement contre les racismes et l'antisémitisme. Bref, une kyrielle de... Donc je crois que plus que jamais, bien sûr, vous avez dans les institutions qui sont les vôtres à vous battre contre des aberrations, contre des enjeux de revalorisation, de qualité de vie au travail, etc. Mais sur les fondamentaux, nous devons plus que jamais à la fois participer dans des collectifs. Le pacte du pouvoir de vivre pour la CFDT est un des multiples espaces qui permettent d'être en contact avec des organisations associatives, syndicales, des ONG de manière très, très forte, inspirante. Et je crois qu'il faut que nous allions chercher les uns et les autres ces sources d'inspiration pour renforcer notre engagement et le maintenir, et nous serrer les coudes. Parce que, je pourrais dire, la République a besoin de nous. Laquelle? En tous les cas, la République sociale, Najat Vallaud-Belkacem pourrait l'évoquer à l'appui de son bouquin avec Dubé récemment. On a vraiment besoin d'être plus que jamais
agit par nos convictions parce que, et nous le montrons à la Fondation, il est bien souvent trop tard, trop tôt. Voilà, donc comptons sur nous-mêmes et sur l'action collective. Oui, merci. Comme il est trop tard, nous allons donner pour notre table ronde, mais ça a été en même temps extrêmement passionnant. Nous allons donner le mot de la fin à Najat Vallaud-Belkacem. Oui, merci beaucoup. Non, je voulais juste dire à Madame que le sentiment de burn-out dont elle nous faisait part est très partagé en fait. Il est très partagé par tous les humanistes en réalité qui ont l'impression de se battre contre des forces tellement puissantes face à eux. C'est vrai des enseignants, c'est vrai aussi des intervenants sociaux. Moi, je le vois. J'évoquais par exemple tout à l'heure un peu en filigrane France Terre d'Asile. Quand je vois le travail qui est demandé aux personnes qui travaillent pour des structures comme celle-là, pour accompagner des demandeurs d'asile qui arrivent chez nous dans un état malheureusement de plus en plus déplorable, pas seulement sur le plan de la santé physique, mais aussi de la santé morale, qui sont à ramasser la petite cuillère et avec des embûches administratives mises à tous les pas, et donc des intervenants sociaux qui doivent gérer ça et galérer en permanence, et qui ensuite se font, peut-être plus encore que les enseignants, comment on dit, enfin bref, descendre dans l'arène publique, on va dire, parce que vous voyez bien ce qui traîne en permanence autour des associations qu'on qualifie désormais, sans même plus interroger le terme de immigrationnistes, etc. Donc en fait, les intervenants sociaux et les enseignants ont cela en partage, c'est-à-dire dès qu'on est un peu humaniste, on n'est pas dans l'air du temps et on doit se battre pour réaffirmer des choses qui, pour le coup, devraient, elles, relever complètement du bon sens. Moi, ce que je me dis, c'est que les moments où j'ai l'impression qu'on retrouve de la force, c'est quand même quand différents acteurs de champs différents se mettent ensemble pour porter la même chose. C'est vrai, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure sur Zemmour qui se fait condamner sur cette affaire de ce qu'il a dit au sujet des mineurs isolés, ça a fait du bien au moral aussi des fameux intervenants sociaux parce que du coup ils se sont sentis un peu moins seuls parce qu'ils avaient à la fois l'acteur qui a décidé de porter plainte, la justice qui s'est exprimée, les partis politiques qui sont un peu sortis de leur réserve pour dire à leur tour que c'était inadmissible, et donc du coup ils ont pu eu le sentiment d'être seuls. Et je pense qu'avec les enseignants c'est un peu ça, et les partenaires les plus évidents, les plus spontanés des enseignants, c'est les parents d'élèves. Et donc je pense qu'il faut vraiment multiplier en fait les relations avec les fédérations de parents d'élèves, ne serait-ce d'ailleurs que pour les légitimer, parce qu'on voit bien qu'un autre populisme qui est à l'œuvre, c'est celui qui consiste à voir arriver des collectifs de parents qui, sous prétexte que les grandes fédérations ne font pas suffisamment le boulot, vont venir armés d'idéologie, pour le coup, et de remise en cause des écoles. Donc je pense que créer des ponts et des liens avec les familles, que ce soit à travers ces fédérations de parents d'élèves ou que ce soit à travers des objectifs communs. J'aime beaucoup, alors je ne parle pas de l'enseignement privé en disant ça, mais plutôt de l'enseignement public. J'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment en Seine-Saint-Denis, où vous avez des parents d'élèves qui ont décidé de porter en justice les absences non remplacées par le ministère de l'Éducation nationale et qui sont en train de faire jurisprudence. Il y a eu une décision, 2 décisions, 3 décisions qui sont en train de peaufiner clairement du coup quel est le montant qu'on doit verser comme préjudice et réparation. Je trouve que c'est très intéressant, c'est comme ça qu'on va faire changer ou bouger un petit peu les politiques publiques. Donc en fait, pour moi, dans l'idéal, au-delà de la Convention citoyenne que je soutiens, je pense qu'il y a quoi, on se disait il y a 15 ans, l'appel de Bobigny, ça fait déjà 15 ans, eh bien aujourd'hui il y aurait besoin d'un lieu, d'une configuration de rassemblement de tous les acteurs qui tiennent à l'éducation, dans lequel penser ce que disait monsieur, sur lequel j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais avec quoi je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que franchement, on continue à avoir des logiciels d'organisation de la scolarité, etc., qui sont dépassés par rapport aux défis actuels. Et qu'en réalité, on est en train de colmater des brèches à chaque fois. Donc par exemple, typiquement, c'est intéressant ce qui se passe autour de l'éducation au développement durable. On est venu un peu colmater une brèche, c'était intéressant de le faire, et il fallait le faire, en inscrivant ça davantage dans la scolarité. Mais vous avez vu comme c'est remis en question maintenant, très très facilement, parce que comme c'est pas la structure
j'allais dire, de l'organisation scolaire qui a été changée à la lumière de ces grands défis dans lesquels sont désormais noyés nos enfants, eh ben, ça passe pour un truc périphérique de plus, et donc du coup, beaucoup de forces un peu réactionnaires tentent aujourd'hui d'enlever ça des écoles. Tout comme elles tentent d'ailleurs d'enlever les sciences économiques et sociales, comme vous le savez, ou l'égalité filles-garçons, puisque quelqu'un parlait des VARS tout à l'heure. Donc je pense qu'en fait, il ne faudrait pas rajouter ces choses, ces éducations A, comme un supplément d'âme par rapport à une structuration qu'on ne retouche pas, mais repenser, et s'il y avait un nouvel appel de Bobigny, vraiment la structuration de l'école pour qu'elle corresponde pas seulement au monde qu'on veut laisser à nos enfants, mais aux enfants qu'on veut laisser à notre monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, le collectif, c'est ce qui nous permettra le mieux de lutter contre les populismes en tant qu'éducateurs et qu'organisation syndicale. C'est ce que peut-être nous pouvons retenir. Nous vous remercions très chaleureusement, très sincèrement pour cet échange extrêmement passionnant. Et nous allons donc lever séance. Pour ma part, je tenais à remercier Valérie Ginet qui m'a fait confiance puisque je suis là, ici, à animer cette table ronde. Donc, toute ma gratitude. Voilà. Merci à vous.